également la situation sociale de notre peuple. Alors, cette réunion est tenue dans une circonstance particulière parce que vous savez que actuellement les débats qui enflent au niveau de la classe politique et les débats sur les questions électorales. Le MLC devrait avoir une ligne claire sur les propositions de réforme à donner et sa contribution au niveau de la République. Et cette contribution ira dans le sens de consolider la cohésion nationale et l'unité nationale. C'est pourquoi, en tant que parti politique, l'organe supérieur, l'organe de gestion du parti se réunit pour lever les grandes options sur les réformes électorales, également sur la situation de l'insécurité à l'Est. Aussi, dans le cadre de l'insécurité à l'Est, le comité exécutif national a relevé quelques points en termes de contribution qu'il apportera au niveau des réformes de la défense. Ensuite, le comité exécutif s'est penché également sur le social de notre peuple. Et dans ce sens, le comité exécutif a analysé la situation de taux d'échange, également la situation économique de notre pays, a levé de grandes options en termes de propositions de réformes pour la contribution lors de prochaines discussions qui arriveront parce que les réformes électorales engendreront à coup sûr les réformes d'autres secteurs. Alors dans le cadre de l'anticipation, le MLC réfléchit dans tous les sens pour apporter sa contribution pour l'intérêt de notre population. La question de notre coalition Lamouka a été portée également parmi le point inscrit à l'ordre du jour. Et nous avons discuté, nous avons traité aussi les questions brûlantes sur les acteurs, les leaders de Lamouka. Il s'est conclu au niveau du comité exécutif national de garder notre position actuelle. La vraie fausse interpellation des opposants Martin Fayulu et Théodore Ngoyi n'aura finalement été qu'une rumeur. Un fake news largement relayé et qui n'a été démenti par les parquets que 48 heures après, alors que le politicien accusé d'offense au chef de l'État s'apprêtait à affronter la justice congolaise. Les réseaux sociaux ne sont pas des canaux pour des convocations, explique le numéro 1 de la police de la capitale congolaise Kinshasa, le général Sylvano Kassongo. La vraie fausse convocation n'est plus d'actualité. La plainte a-t-elle été retirée, s'interroge un diplomate en poste en RDC. C'est dont on peut s'être sûr. L'affaire avait plutôt une posture politique et judiciaire. Le lieutenant de Martin Fayulu, dont Daniel Safou, ont d'ores et déjà alerté sur les caractères planifiés de cette affaire qu'ils considèrent comme provocation. Cette sorte de théâtre de chez nous salit davantage l'image de la justice congolaise, la thèse d'une justice instrumentalisée, à la solde d'un pouvoir refait en plein jour surface en RDC. Tshisekedi appelait donc à saisir la balle au bon pour éviter de tomber dans le même piège que la Kabylie, 18 ans durant. Malgré l'arrêt des poursuites décrété par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dont la procédure ouverte en charge de Théodore Ngoyi et Martin Fayulu, Maître Clément Mouza, secrétaire national en charge de l'environnement de l'ECD, se réjouit de ce qu'il qualifie de la victoire de la population face à l'arbitraire. Nous avons appris ça hier, que cette plainte-là appartient désormais à l'histoire. Je pense que moi personnellement, je suis passé sur des antennes de télévision pour dire que ça ne valait même pas la peine qu'on puisse parler d'une plainte. Ce sont des parasites, des gens qui, pour rien, pour des raisons peut-être privées, veulent mettre le pays à feu et à sang. La liberté d'opinion est protégée en droit congolais. La Constitution nous protège tous comme citoyens congolais. Vous savez, aujourd'hui, lorsque la justice vous convoque, comme toujours, lorsque vous êtes un bon citoyen, vous devez y répondre. Et notre président avait pris cette option-là comme un bon citoyen de répondre à cette invitation. Malheureusement, à la dernière minute, nous avons appris que c'était le fake news. Bon, ça appartient désormais à l'histoire. Je pense que maintenant, là, nous devons regarder dans la même direction, celle de consolider notre jeune démocratie et de protéger notre constitution. On ne peut pas toucher à notre constitution. Elle est sacrée. C'est le fondement même de notre État.
Dieu merci que notre leader, M. Martin Fayulu, a mis sur la table une proposition de sortie de crise. Il l'avait senti en tant que visionnaire, en tant que soldat du peuple. Il a dit que le pays va mal. Nous devons sortir de cette crise. Et la voie obligée pour sortir de cette crise, c'est que nous puissions nous rencontrer d'un côté les FCC Cash et de l'autre côté la Mouka. Et ça doit être dans le cadre extra-institutionnel. Parce que ce Parlement pose problème. Si vous allez dans ce Parlement, ça sera seulement qui sont pour et qui sont contre. Et lorsqu'on aura trouvé le consensus national autour des réformes impératives, c'est à ce moment-là que le Parlement va endosser ce qui a été décidé par les politiques et que nous puissions aller de l'avant. Exprès traduit par les contre-saints sur un certain nombre d'ordonnances, afin de s'assurer qu'elles rentrent dans la politique générale du gouvernement et qu'elles restent cohérentes avec elle. Dans le cas d'espèce, s'agissant des ordonnances du 17 juillet 2020, la mauvaise foi et la fraude apparaissent au grand jour. Lorsque, pour faire semblant de respecter la Constitution, on envoie le Premier ministre, chef du gouvernement, en mission de 2 jours, on remplace son contre-saint sur les ordonnances signées et publiées par le contre-saint illégal d'un vice-premier ministre, dont l'intérim était expressément circonscrit dans une lettre du Premier ministre. Une telle machination ou mise en scène est une preuve suffisante de violer intentionnellement la Constitution et de contourner ainsi le pouvoir du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a, dans le cadre des équilibres des pouvoirs voulus par les constituants, un droit de regard et une possibilité d'opposition aux ordonnances du président qui irait à l'encontre de la politique générale du gouvernement. Ces manœuvres d'écarter le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une question aussi essentielle qu'est la nomination des magistrats dans la magistrature civile et militaire, des officiers généraux et supérieurs, des forces armées et de la police, et des responsables des services et établissements publics, sont une violation intentionnelle de la Constitution et une grave atteinte à l'état des droits. Le constituant a voulu que, bien que la nomination des magistrats relève de la compétence du président de la République, chef de l'État, celui-ci ne puisse exercer ses prérogatives qu'après avoir pris avis du Conseil supérieur de la magistrature. En d'autres termes, et dans le cadre d'une démocratie participative, le constituant a décidé qu'à un niveau bien déterminé, les magistrats puissent dire un mot sur ce qui les regarde et participer ainsi à la nomination et à la promotion au sein de la profession. Les débats nous divisent et l'unité de la nation n'en est que plus menacée. Nous ne pouvons laisser un tel état de choses perdurer, car nous avons le devoir de travailler à la paix et de nous donner la chance à nous, à nos enfants et aux générations futures, un cadre propre au développement. C'est pourquoi nous devons écarter toutes les menaces qui peuvent peser sur la paix et élaborer dès aujourd'hui les pistes ou les voies qui balisent notre chemin du futur. C'est ce vendredi 11 septembre 2020 que s'est tenue l'audience en appel du Conseil d'État dans l'affaire qui oppose le président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, et le docteur Beya Moubiaï, alors membre de cette structure. Après le verdict rendu en faveur de la partie accusatrice le mois dernier, le deux parties était une fois de plus devant les juges des référés. L'audience s'est très bien déroulée. Chacune des parties a présenté ses moyens. L'affaire vient d'être prise en délibéré. Nous ne voulons pas préjuger de la suite du dossier parce que nous avons l'obligation de droit de réserve. Mais au vu du déroulement de l'audience, M. Beya n'aura que ses épaules pour plaider parce qu'il n'a pas rencontré nos moyens
qui sont des moyens en béton. Ce n'est pas la partie Olengakole de pouvoir examiner ou savoir si on n'a pas apporté les éléments nouveaux ou pas. Je comprends qu'ils ne comprennent rien de la procédure. M. Beya a saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la décision du CENSA. Et le Conseil d'État n'est pas compétent pour examiner cette exception soulevée par M. Beya. Donc désormais, le procès se transporte sur le terrain constitutionnel devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a enregistré la requête de M. Beya en inconstitutionnalité. On attend que la Cour puisse se prononcer, puisse venir dire que M. Beya serait allé aux élections sans être en mesure d'en apporter la preuve parce que cette preuve-là n'est pas fictive, c'est écrit et la CENI a un modèle de la lettre de la démission. Toute personne qui veut aller aux élections doit démissionner en donnant à la CENI une lettre de démission. Et il y en a un modèle. Mais où se trouverait la lettre de M. Beya s'il avait démissionné? Les plaignants, le docteur Beya Moubiaï, ne jurent qu'au paiement de ces indemnités par le président de cette institution d'appui à la démocratie. En ce qui me concerne, moi j'ai fait ma part et l'histoire fera la sienne. On ne peut pas comprendre que dans une institution comme le CENSA, 28 membres, monsieur s'amuse parce que les primes de ses collègues, la rémunération de ses collègues, parce que c'est peut-être succulent, monsieur laisse partir 20 membres et il ne reste qu'avec 9 membres. Donc il fait partir 19 membres et il ne lui reste plus que 9 membres. C'est inacceptable. Mais vous paralysez l'institution dont vous-même vous êtes président. Vous vous paralysez vous-même. Le verdict en appel est attendu dans les prochaines semaines. Pour moi, c'est le texte. L'erreur de ce pays, la grande souffrance de ce pays, c'est le non-respect des textes que nous rendons publics. Au cours de ces points de presse, le président honoraire et membre d'honneur de l'Union nationale de la presse du Congo, le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, est revenu longuement sur les différentes crises qu'a traversé la corporation avant d'expliquer aux professionnels de médias les caractères illégaux du congrès de Mwanda convoqué par le président déchu Kasonga Chilunde et fustige sa gestion dictatoriale qui, dit reste, ne répond pas aux normes de l'INPC, a-t-il laissé entendre. Et quand j'apprends que le congrès va avoir lieu, avec quels journalistes? D'abord, il faut que tous les organes de l'Union soient là. L'OMEC, l'ensemble des membres du comité directeur, la commission de la carte. Or, la commission de la carte a été disloquée. La commission, les collèges des commissaires de compte. Cette commission a été complètement démantelée par le président de l'Union. Je vous donnerai la preuve. Voilà la preuve. L'extrait bancaire que je détiens seul, avec la gestion du président déchu. La Cour des comptes, ou plutôt le collège des commissaires aux comptes, n'a plus rien à faire, n'existe plus et n'a jamais fait des rapports au secrétaire général et au comité de gestion. Toutes les sections provinciales doivent prendre part au congrès provincial, n'ont pas encore été installées. Nous travaillons actuellement avec 11 sections provinciales. Les autres sections ne sont pas encore installées. Ce qui veut dire en d'autres termes que le congrès qui va être organisé est un congrès illégal, irrégulier, frauduleux. Je n'ose pas utiliser les termes bandits. Non, ne me fais pas dire ça. Pas. Si vous aimez la profession, vous ne pouvez pas cautionner l'irrégularité. Retenez que le 10e congrès de l'UNPC est prévu pour ce 21 septembre 2020 à Mwanda, dans le Congo central.
Après plus d'une décennie, la justice belge s'est dit prête à rendre les restes du corps de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ainsi, les juges d'instruction du parquet fédéral de la Belgique a donné un avis positif quant à la restitution d'un objet, en l'occurrence une dent de Patrice Emery Lumumba. À en croire le média belge, la famille de Lumumba est autorisée à venir chercher la dent au greffe. Cette décision tombe après la lettre adressée par les enfants de Patrice Emery Lumumba au roi de Belge le 30 juin dernier lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans cette correspondance, en effet, ils demandent les restes de leur père, l'un des artisans de l'indépendance de la RDC, Patrice Emery Lumumba, qui est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, a été assassiné le 17 janvier 1961. Depuis lors, la Belgique nie son implication dans sa mort. C'est en 2000 que le commissaire de police belge Gérard Soité a raconté dans un documentaire avoir découpé et dissous dans l'acide le corps de Patrice Emery Lumumba. Il reconnaît même avoir conservé les dents de héros national congolais. Il est 1h55 lorsque les assaillants, environ 60 personnes, identifiées comme les enfants en conflit avec la loi, communément appelée Kuluna, ont escaladé les murs du centre de santé Révolution situé dans la commune de Kisanso. Le premier groupe a réussi à ouvrir le portail pour ainsi neutraliser la sentinelle. Armées blanches en main, machettes, marteaux et autres pour paralyser le personnel de santé et les malades. S'en est suivi la confiscation des biens des malades et du médecin de garde qui était surpris en train de dormir sur une table de fortune. Ces hors-la-loi lui ont ravi ses chaussures, pantalons et 15 000 francs congolais. Ces assaillants ont également emporté tous les biens des valeurs du centre de santé de référence du coin. Le labo cerveau-moteur de détection de toutes les maladies a été vidé, banque de sang, 2 microscopes, un coffre-fort avec une somme importante d'argent a été aussi emporté. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont atteint le sommet de leur forfaiture en violant 7 femmes, dont 5 malades et 2 jeunes infirmières, sous les regards impuissants des autres personnels. Le médecin directeur Dr Minga qui relate les faits en appelle à l'implication des autorités provinciales allant dans le sens de renforcement de la sécurité dans ce coin de la capitale. C'est très difficile. Je demande à ce que les autorités puissent vraiment penser que nous voyons souvent visiter d'autres communes. Excusez-moi de dire ça. Je vois des grandes personnalités, première dame, ex-première dame, tout le monde, les honorables députés, visiter d'autres communes. Mais il y a des communes qui sont les plus démunies. C'est la commune de Kisanso. Je pense que si nous voulons, nous aimons notre pays, nous aimons la population, et moi, venez vers Kisanso et venez voir. Et les dames là qui sont victimes de viols, ils ne touchent pas le salaire ni la prime. Aussitôt informés de cette triste nouvelle, AIPAS RDC et Afia Mama sont descendus sur place pour s'enquérir de la situation. Le docteur Jean-Claude Moulunda a rassuré ses partenaires de l'implication de sa structure. Des solutions pourront être trouvées et comme les autorités ont déjà été ici, le ministre provincial de l'Intérieur était ici, peut-être d'autres autorités vont encore venir et avec toutes les voix que nous allons aussi élever au nom de Kisanso, d'autres autorités peuvent venir, d'autres personnes de bonne foi, des honorables députés, des honorables sénateurs, le gouvernement provincial, le gouvernement central pourra venir à votre secours et faire en sorte que la situation change, nous espérons. L'équipe des AIPAS et Afia Mama s'est entretenue avec le directeur de bureau de la coordination de la zone de santé de Kisanso, tout en réitérant leur soutien lié au domaine de santé sexuelle et reproductive. Celui-ci a profité de l'occasion pour solliciter l'appui logistique des AIPAS. Partenaire AIPAS, je pense que les casses au niveau de la structure ont pu être constatées. Nous demandons à notre partenaire AIPAS de voir dans la mesure du possible comment nous appuyer pour réparer les casses, les pertes en matériel. Si possibilité il y aura de rééquiper la structure en termes de matériel médical, microscope, intrants de laboratoire, etc.
Il s'est de noter que la principale activité génératrice des revenus à Kisanso reste l'activité sexuelle. Beaucoup de femmes qui sont exposées aux grossesses non désirées font recours aux avortements clandestins, d'où l'implication des acteurs sociaux et étatiques pour des solutions idoines serait la meilleure. 12 morts, 8 blessés et quelques rescapés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu